Marc, bonjour à tous. La question qui était donc prévue au milieu d'autres questions cet après-midi trouve une place un peu particulière ce matin en raison des récents événements que Marc a rappelés. Je ne vais pas être trop long, mais je vais tâcher de la formuler devant vous de la façon la plus lisible et la plus respectueuse possible au regard de ce que j'ai déjà adressé comme questionnement à Étienne Balibar il y a quelques jours ou quelques semaines. Cher Étienne, quelques jours, pas quelques semaines. Alors, sans parler de ceux qui voient. Quelques semaines à votre voisin de droite, mais quelques jours à vous-même. Je ne ferai pas de commentaires. Bien, cher Étienne, en plus du plaisir et de l'honneur que nous avons de vous recevoir ici à l'Université de Louvain, je tiens à vous dire combien votre réflexion occupe une place importante pour ceux qui cherchent à la fois à mieux comprendre la spécificité du moment contemporain et à promouvoir de nouveaux horizons critiques permettant de réfléchir à l'élaboration de pratiques de changement social visant à approfondir le projet démocratique. Au-delà d'un certain nombre de thèmes qui vous sont chers et que je ne relaterai pas ici, celui de violence retiendra toute mon attention. Indépendamment de l'actualité que revêt un tel thème aujourd'hui en France, mais aussi, on oublie souvent de le mentionner, en Europe, je voudrais brièvement évoquer deux raisons qui me semblent en justifier l'importance. La première est d'ordre philosophique. Ce thème approfondit certains acquis de la tradition critique tout en autorisant un droit d'inventaire à son égard. De ce point de vue, l'évaluation critique de la pensée marxienne, comme l'analyse du statut de la violence dans la tradition libérale, permettent d'appréhender un certain nombre de préoccupations contemporaines dans des termes qui font souvent défaut aux analyses les plus en vue. Je pense en particulier à la façon dont la question de la violence a été minorée, voire refoulée, par de nombreux théoriciens de la justice, aussi critiques soient-ils vis-à-vis du néolibéralisme. La seconde raison traduit un moment sociopolitique, si vous voulez. Elle renvoie à notre condition de citoyen européen, terme que vous utilisez vous-même, et plus spécifiquement à la façon dont l'Europe a, dans la période récente, désappris à penser la violence. Il y a là des ressorts complexes, parmi lesquels on peut mentionner des éléments culturels, la difficulté à penser la part violente de notre propre civilisation, entre guillemets, et les éléments politiques. Les institutions de l'Union européenne ont été construites précisément pour apporter la paix entre les ennemis d'hier, pour surmonter les violences traumatiques du XXe siècle. Il n'en restait pas moins que ce thème est souvent vécu en Europe même comme appartenant au passé ou se déroulant à l'extérieur, au risque de nous rendre littéralement aveugles, non seulement à la porosité des frontières entre le passé et l'avenir, entre l'intérieur et l'extérieur, mais aussi et surtout aux violences que l'Europe pratique envers ses propres populations. Je ne reviendrai pas sur les développements que vous faites dans ce qui apparaît sans aucun doute comme un livre majeur, Violence et civilité, et je voudrais me concentrer d'emblée sur le concept que mentionnait Marc à l'instant, celui de violence inconvertible. Ce résidu ou cette violence continuée dont il faisait mention à l'instant. Il me semble que ce concept est sans doute l'un des plus novateurs et les plus féconds de la théorie critique contemporaine, à condition de comprendre qu'il ouvre sur des plans d'analyse qui sont à la fois complémentaires et différents, qu'il entend situer le problème du rapport entre violence et politique au-delà du problème de la causalité, et notamment de la causalité sociale, et qu'il interdit une théorie générale qui prétendrait révéler en quelque sorte le sens ou le non-sens ultime de la violence. J'en viens maintenant à mon interrogation principale, que je déclinerai en trois questions plus spécifiques. Qu'est-ce qui est proprement inconvertible dans cette idée d'une violence inconvertible? Est-ce une forme particulière de violence que vous nommez extrême violence ou encore cruauté? Mais existerait-il alors d'autres violences moins cruelles qui, elles, seraient convertibles, c'est-à-dire à la fois appréhendables et surmontables dans les discours, les pratiques et les institutions de la politique moderne? Est-ce la violence elle-même qui, dans son principe, échapperait aux catégories de la rationalité politique? Ce qui, naguère, me semble-t-il, était la voie empruntée par Hannah Arendt ou Eric Weil.
Mais on voit que cette vision non seulement englobe des situations très différentes, mais élude le problème central que vous cherchez à aborder, celui de la violence comme condition de possibilité de la politique, un terme là aussi que vous reprenez souvent. À vous lire, il me semble que la voie à suivre est plutôt celle d'un topos, d'une scène, d'un espace de pratique et de problèmes, celui qui surgit entre les plis de la bande de Möbius, où la question n'est pas de savoir si les formes de violence ultra-objectives et ultra-subjectives vont se joindre, mais de savoir s'il est possible d'accepter le fait qu'elles ne se rejoignent jamais tout à fait, alors même qu'elles demeurent indissociables l'une de l'autre, et simultanément de penser la scène qu'elles forment ainsi, le vide qu'elles ne cessent de former à leur insu. Alors l'extrême violence ne désigne pas le point ultime d'une gradation, mais à la fois un lieu et un non-lieu, la condition négative de notre rapport au monde, la part obscure de ce que Axel Honneth nommait ici même un rapport positif à soi. Au nom de la raison, voire d'un certain héritage des Lumières, c'est une question, vous vous refusez néanmoins à vous dérober au travail difficile qui consiste à désigner ce topos, à le nommer. Vous parlez d'extrême violence, mais aussi de cruauté, marquée par ce que vous appelez le court-circuit entre les extrêmes, extrêmes qui portent chez vous le nom de violence ultra-objective et ultra-subjective. Ces deux formes extrêmes sont elles-mêmes, dites-vous, rattachées à des hypothèses propres au discours contemporain de la philosophie politique. La première, la violence ultra-objective, renverrait à l'hypothèse répressive, que mentionnait déjà Michel Foucault dans ses premiers travaux, même s'il en avait une lecture plus critique, caractérisée par un supplément de loi ou encore un excès de souveraineté. Elle prendrait appui sur la fantasmagorie populaire en mobilisant une série d'énoncés tautologiques passés dans le langage courant, à la guerre comme à la guerre, la loi c'est la loi, etc. La seconde renverrait à l'hypothèse coloniale que vous détaillez dans votre livre. J'en arrive alors à mes trois questions plus précises. La première porte sur le statut épistémologique de cette inconvertibilité. Il semble clair à vous lire qu'il n'est pas question ici d'une catégorie ontologique. La violence inconvertible n'a rien à voir avec une propriété de l'être, y compris sous la figure d'une ontologie négative. Mais elle ne révèle pas non plus d'une simple dégradation de la socialité, d'un ensemble d'échecs successifs dans le processus d'intégration sociale qui expliquerait, voire justifierait sa survenance à l'issue d'une série de causalités que les sciences sociales, la sociologie notamment, pourraient aisément mettre à jour. Mais alors, comment l'appréhender ? Comment appréhender cette violence inconvertible, à la fois analytiquement et pratiquement ? Et j'ajouterais, si l'inconvertibilité de la violence semble la condition permettant de relever les défis de la politique dans notre monde globalisé, et si nous nous refusons à abandonner les ressources de la raison ou de la rationalité critique, quel statut lui donner ? Doit-on penser qu'elle relève avant tout du registre de l'expérience et que sa mise à jour relèverait d'une sorte de phénoménologie étendue à notre condition de sujet affecté par l'extrême violence, ou ce concept nous dit-il encore autre chose, ce que votre réflexion semble suggérer? Première question. Deuxième question, elle porte sur l'importance de ce travail de désignation, de nomination que votre œuvre appelle de ses vœux. Au-delà des préfixes ultra-objectifs, ultra-subjectifs, c'est le terme de cruauté qui, selon vous, traduit le mieux ce qui se cherche dans l'extrême violence. Mais ce terme est-il le seul qui vous semble convenir? L'histoire, comme la géographie de la diversité culturelle, ne nous lègue-t-elle pas d'autres possibilités? Plus précisément, peut-on faire une généalogie philosophique de la cruauté, établir un schème général de la violence ou de l'extrême violence, sans considérer que c'est d'abord aux acteurs sociaux que revient le privilège, entre guillemets, de désigner ce qui les affecte le plus. Surtout si, comme vous le dites, l'extrême violence a ceci d'inconvertible qu'elle résiste au procès d'universalisation, et notamment d'universalisation formelle, par lequel elle serait simplement formellement constituée comme l'envers
d'une universalité positive. Enfin, troisième question. Qu'est-ce que cette analyse de la violence nous dit précisément de la politique? Car il me semble que c'est bien là votre objet principal, parler, reparler de la politique. Aborder la violence en ses extrêmes est, si je vous suis, une manière de réinterroger le sens même de la politique, ou, dans une conférence récente en Turquie, vous disiez que les moyens et les fins ne sont jamais entièrement dissociables, mais qu'ils sont constamment investis les uns par les autres. Alors vous avez en vue une innovation qui porte sur la civilité comme anti-violence. L'anti-violence est une façon de regarder la violence en face, dans ses formes extrêmes, dans son inconvertibilité même, mais elle refuse simultanément de surmonter cette violence dans les termes que celle-ci a déjà définis ou déjà formatés, en empruntant la voie de la contre-violence. Contre-violence révolutionnaire, mais aussi contre-violence préventive, dont vous dites qu'elle est historiquement l'une des caractéristiques des États de droit gagnés au principe du monopole de la violence physique légitime. En introduction de votre livre, vous écrivez « Aucune pratique politique n'est plus pensable qui ne se fixe simultanément comme objectif de faire reculer partout, sous chacune de ses formes, la violence subjective-objective qui supprime incessamment la possibilité de la politique. » Doit-on alors comprendre que cette réflexion sur la violence est un détour analytique qui vise à maintenir avant tout la possibilité de la politique? Autrement dit, qu'elle est un geste critique essentiel, mais limité à la tradition philosophique? Doit-on comprendre au contraire qu'elle répond essentiellement à une visée pratique, faire reculer partout, sous chacune de ses formes, etc. Ou, éventuellement, doit-on y voir les prémices d'une éthique de la politique? Mais quelles seraient alors les règles de cette éthique, pour ne pas dire ses institutions? Voici ces quelques questions en introduction.